Voilà, alors sans transition, comme diraient les présentateurs télé, on va passer à notre deuxième causerie qui va nous permettre d'interroger un sujet toujours de curiosité qui nous passionne toutes et tous, c'est la transformation digitale des entreprises, qui est le sujet de beaucoup de nos clients. À peu près 40% des 30 clients de la plateforme aujourd'hui travaillent au sens très large dans la transformation digitale. Petit sujet, par contre, pour ces clients, qui est aujourd'hui celui qui détient les clés du digital dans les entreprises? Eh bien, ça, c'est très compliqué. Est-ce que c'est le DSI? Est-ce que c'est le Chief Digital Officer? Est-ce que c'est le Chief Marketing Officer? Bref, un vrai sujet pour nos mentors pour aller décrypter, comme on le disait tout à l'heure, les différentes power maps des entreprises. Et c'est Gilles qui prend le micro sans plus attendre pour vous entretenir de ça avec deux de nos clients qui, sous des angles très différents, attaquent cette question avec brio, puisque là, vous avez deux entrepreneurs qui représentent des sociétés à très forte valeur ajoutée et à ultra forte croissance pour ces deux entreprises. Merci en tout cas de témoigner aujourd'hui. Ouais. Alors, avant de faire intervenir nos brillants entrepreneurs, je vais faire un step back. En fait, ce qui s'est passé il y a 10 ans, alors ça, c'était ma vie de consultant. Et je vais vous parler d'une entreprise qui s'appelle Slack. Je pense que tout le monde connaît Slack aujourd'hui. Hein, moi, il y a 10 ans, 15 ans, qui était le maître à bord du digital dans n'importe quelle entreprise? C'était le CIO, le DSI. Hein, quand moi, j'étais consultant, c'était lui qu'il fallait aller voir. Et il n'y avait pas d'autre porte d'entrée que d'aller le draguer. Et puis est arrivé le SaaS, le cloud. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'ont fait l'ensemble de ces entreprises qui sont similaires aujourd'hui à Slack? C'est qu'elles sont allées voir des équipes directement, les utilisateurs, les users, finalement, et commencer à grappiller au sein de ces entreprises pour imposer leurs solutions. Alors, c'était des petits groupes au début, ça s'est étoffé, il y a eu plein de ramifications, et elles ont réussi, pour certaines, justement, à s'imposer auprès de différentes directions, que ce soit du marketing, de la com, des RH et autres. Bon, Slack est un système de communication que tout le monde connaît, mais ça a amélioré la productivité. Et puis, c'est remonté aux boss qui ont dit bah, « OK, je vais valider aussi, donc on va l'utiliser aussi ». Et là, bah, finalement, le CIO n'avait pas forcément d'autre choix que de démultiplier cette solution-là. Alors, ce n'est qu'un exemple. Hein, il y en a eu plein d'autres. Donc ça, je serais intéressé d'avoir les avis de nos interlocuteurs là, aujourd'hui qu'on va présenter. Donc, je vous demande d'accueillir et d'applaudir donc Ahmed Arcadi qui a la direction en charge, la direction IMIA Sud pour plateforme.sh. Plateforme.sh, pour ceux qui ne connaissent pas l'entreprise, est rentrée dans le FT 120 et une des futures licornes françaises, et qui a comme proposition de valeur, alors je vais simplifier le discours parce que ça devient très technique et là je vais être complètement perdu, mais tout le back-office, tout ce qui est compliqué, cloud, structure et autres, mais vous simplifiez la vie. D'un claquement de doigts, ils sont capables de vous faire une release de n'importe quelle application ou site web dans le monde entier relativement rapidement. Ça vous fait gagner en productivité, en efficience, et ça donne toute la valeur ajoutée aux équipes qui sont internes pour développer de nouvelles solutions et de nouvelles propositions de valeur pour le client final. Je ne me plombe pas trop, Arcadie, c'est bon? T'en diras un petit peu plus. Marc Trilling, qui, lui, est le cofondateur d'un très beau cabinet de transformation digitale qui s'appelle Segus, qui est voisin, qui n'est pas très loin. Ils sont venus en force en plus tous, donc ça c'est superbe. Et qui, au-delà d'avoir eu une croissance très forte ces dernières années, depuis 9 ans d'ailleurs déjà, a en plus intégré le classement du Financial Times, si je ne me trompe pas, des 1000 premières entreprises à plus grosse croissance ces dernières années. Et je vais donner qu'un exemple de réalisation. Ils auront l'occasion, bien sûr, de se présenter plus en détail, mais qui, post-pandémie, ont accompagné Saint-Gobain dans une grosse transformation, notamment du workplace management, et ont pu déployer la solution sur 97 000 personnes avec un taux notamment d'adhésion, d'engagement à hauteur de 80%, ce qui est fantastique pour rebooster le business de Saint-Gobain, in fine, dans cette période de pandémie et post-pandémie.
J'ai juste presque. Ouais, pas mal. C'est pas mal. Alors, la question aujourd'hui, vous êtes confrontés tous les deux à cette transformation digitale des entreprises et à une multitude d'acteurs sur le marché. Je parlais du workplace management pour Segus, que pilote Marc, mais ils ont plein d'autres piliers finalement de la transformation digitale aussi dans l'entreprise. Ils bossent sur l'innovation, ils bossent sur tout un tas de choses. Donc, ça signifie qu'il y a une multitude d'interlocuteurs qui poussent aujourd'hui ou qui tiennent un bout du digital. Et là, ma première question, je commence par toi, Marc. Toi, quelle est ta vision aujourd'hui dans cette transformation des entreprises aujourd'hui? Et il y a plein d'effets d'annonce, on en attend tous les jours, et le post-Covid a encore accéléré cette dimension-là, et les entreprises accélèrent dans cette croissance du digital, dans la disruption de leur modèle économique aussi. C'est toi, Marc, à qui tu t'adresses aujourd'hui dans ces entreprises-là, qui sont les hommes clés, où il peut y avoir plusieurs hommes clés, à mon avis, aujourd'hui, qui accompagnent cette transfo digitale? Je vais essayer d'être très succinct, ce qui est très compliqué. Sur le sujet de à qui appartient le digital, il a changé de main. Le digital, quand on a… Alors, je ne vais vous partager que ce que j'ai vu, et donc je vais plutôt témoigner, je me garderai bien de donner des leçons ici, simplement témoigner que pourquoi on a créé le poste de Chief Digital Officer, et dans les très grandes lignes, en vulgarisant énormément, c'est qu'on s'est rendu compte que l'IT n'allait pas assez vite, ou ne parlait pas suffisamment innovation. Donc on s'est dit, on va créer ce poste-là pour répondre à un enjeu structurel qui est l'IT m'a mis en place un certain nombre de tuyaux, et aujourd'hui plus dans un modèle où il doit m'opérer ces tuyaux que de m'apporter de l'innovation métier. Et en plus, je commence à avoir de la technologie où mes métiers peuvent se passer de l'IT pour aller chercher l'innovation dont ils ont besoin. Donc, je vais essayer de trouver un profil un petit peu en rupture, qui parle un petit peu IT, qui parle un petit peu métier. On était, nous, dans ce contexte-là, en recherche de profils et avec des chasseurs de tête. Et les chasseurs de tête nous disaient le profil idéal pour le Chief Digital Officer, c'est quelqu'un qui a fait des grands groupes, mais qui en même temps a fait des startups et qui a déjà fait des levées de fonds. Donc, il a un petit peu ces deux cultures-là. Bon, bah, bonne chance, il va falloir trouver, et ça se trouve. Mais c'était un petit peu la réponse du Chief Digital Officer. Là, aujourd'hui, on sort du Covid, où des technos qui étaient de la commodité sont passés à des stades stratégiques. Tu parlais du Workplace tout à l'heure, pour citer Saint-Gobain, mais on pourrait parler d'autres grands groupes qui se sont rendus compte qu'ils risquaient de shutdowner leurs activités. Et donc, ils ont accéléré sur la mise en place de Teams. Tu parlais de Slack tout à l'heure. Enfin, ces technologies qui étaient vues comme du mail plus, des nouvelles façons de communiquer, mais enfin qui n'étaient pas stratégiques. Là, elles sont passées au rang stratégique. Et le digital est passé, dans le Covid, sur ces sujets-là, du Chief Digital Officer /IT, parce que les deux sont difficilement décorrélables, à la direction générale de l'entreprise. Pour aller très vite et de façon très succincte, le digital, ou cette transition vers un modèle d'entreprise numérique qui sous-tend beaucoup d'autres sujets, c'est 80% de culture et 20% de tech, en fait. Et on s'est souvent acheté une caution en investissant dans la tech. C'est pas bien ce que je dis pour moi, ce que je suis en train de dire. Mais c'était 80% d'accompagnement à un nouveau modèle d'entreprise. Donc, de façon très succincte, si je disais aujourd'hui à qui appartient le digital n'appartient plus à personne puisque ça n'est plus un sujet. L'entreprise aujourd'hui intelligente et responsable est le sujet d'aujourd'hui. Mais l'entreprise numérique, me semble-t-il, même si les modèles n'ont pas encore complètement transitionné, c'est plus trop l'enjeu si on posait la question telle qu'elle aujourd'hui, nous en tout cas à notre portefeuille de clients. Voilà. Pour autant, il y a encore énormément d'efforts à accomplir sur le sujet de la transformation digitale, mais sur l'ensemble des technologies, et je fais peut-être certainement une transition sur un atelier que vous aurez après, de tous les cycles technologiques qu'on a connus dans l'émergence de la transformation digitale, que ce soit du support client, de l'expérience employée, rien ne sera comparable à l'intelligence artificielle et ce que ça va potentiellement apporter, puisqu'on n'a aucun bloqueur sur l'accélération de ce sujet-là, qui est l'intelligence artificielle, tant qu'il est software. On a aujourd'hui de l'algorithme, on a aujourd'hui de plus en plus et encore de plus en plus de données. Donc, ce n'est pas comme avec la robotique, où on a la mécanique sur le chemin critique, où on peut avoir l'industrie sur le chemin critique. L'intelligence artificielle va poser un nouveau modèle d'entreprise. C'est pour ça que je parle la transition, les gros projets de transformation digitale, on en voit de moins en moins. Le sujet est aujourd'hui comment l'entreprise réussit à ne pas subir cette innovation qui accélère à des rythmes qu'on n'a jamais connus
va pouvoir potentiellement monter à bord du train en étant elle-même plus responsable et plus consciente du monde dans lequel elle évolue. Je pense qu'il y a des vraies problématiques organisationnelles qu'on va aborder après, mais j'aimerais avoir le point de vue d'Arcadie sur ce sujet, ce que tu vis toi aujourd'hui au travers de plateforme. Et merci Marc de ces éléments. Tu peux le garder. Oui, bien sûr. Alors, je dirais que la notion de l'histoire que tu as racontée sur Slack est assez représentative de ce que nous, on voit chez Plateforme en tant que provider de services. C'est-à-dire qu'on s'est retrouvé pendant très longtemps avec un CIO dans une tour d'ivoire qui disait « la loi, c'est moi hein, », le Judge Dredd de l'IT. Et petit à petit, on se retrouve avec des gens qui disent « bon, bah, puisqu'on m'interdit de lancer des initiatives, je vais les faire tout seul ». On a appelé ça le shadow IT, c'est le mot à la mode. Et nous, du coup, on se rend compte que c'est du coup une hydre à deux têtes. On a un CIO qui est un peu démuni par toutes ces fuites, finalement, qui vont arriver dans son organisation. Et de l'autre côté, on a des équipes métiers qui sont drivées par un business qui, lui, se digitalise quoi qu'il arrive. C'est marche ou crève. Soit tu y vas et tu acceptes que ton job, c'est de digitaliser ton activité pour qu'elle maintienne finalement un rythme face à la concurrence. Ou soit alors tu restes en l'état et tu ne bouges pas et en fait, c'est une mort assurée. Donc, qu'est-ce qui se passe? On va avoir un CIO qui va se transformer et qui va non plus être un pourvoyeur de solutions digitales, mais un arbitre. Et c'est pour nous, vraiment, on est les témoins privilégiés de tout ça. C'est-à-dire qu'on parle à l'IT et on leur parle plutôt en fin de course. C'est-à-dire qu'on a fait le job de convaincre les métiers que oui, notre solution était la plus adaptée à des enjeux business, mais ils nous disent « Ok, c'est bon, on est convaincus. Maintenant, vous allez parler à notre CIO ou à notre RSSI ou qui vous voulez. Et lui, il va compter les points pour savoir si vous êtes compliant avec notre modèle à nous. » Et c'est pour moi, c'est ça le rôle aujourd'hui de l'IT dans cette transformation numérique. Ce n'est pas d'être un enabler, c'est vraiment d'être un arbitre, de pouvoir dire « Ok, nous acceptons cette transformation, mais dans un modèle, un workflow, un processus qui va être propre à notre organisation. » Ok, super. Marc, tu ressens la même chose au sein de tes entreprises clientes aujourd'hui? Moi, j'ai un témoignage à apporter, je pense qui va dans le sens de ce que dit Arcadie, discuter avec un Chief Digital Officer d'une grande banque qui me disait « Marc, j'ai énormément de budget. Je suis peut-être d'ailleurs le seul budget à ne pas m'être fait cuter cette année, mais toutes les compétences dont j'ai besoin, elles sont à l'IT. Donc, le temps que je recrute sur des profils hautement pénuriques, je préférerais plutôt récupérer une partie des équipes IT. Le problème, c'est le mindset. » Et je rebondis sur le sujet qui est de dire, vous comprenez que dans l'ère de l'entreprise numérique, on ne traite pas les sujets comme on les traitait, alors qu'on est sur les mêmes compétences, on ne traite pas les projets exactement de la même façon. L'agilité, dans le sens le plus pur du terme, qui induit donc, je ne sais pas quel résultat j'aurai, par contre, je sais que j'ai une vélocité et des itérations très courtes, ça doit être culturellement établi. Toutes les méthodologies de design thinking de Lean Startup sont censées être acquises à l'ère de l'entreprise numérique. Et dans les faits, quand on regarde aujourd'hui dans les grandes directions IT des grands groupes, c'est encore un sujet ongoing, c'est-à-dire on doit encore passer un petit peu de temps à faire évoluer ce qui va participer à l'émergence d'une culture plus numérique derrière, au-delà de la simple compétence qui est purement technique. Okay. Quels sont les modèles organisationnels aujourd'hui des meilleurs, justement, sur cette agilité et ces modes de fonctionnement, notamment l'accompagnement des transformations ou la disruption des modèles économiques, parce qu'on en voit beaucoup aussi sur pas mal de secteurs. Donc, choisissez un secteur à la limite, qu'est-ce qui fonctionne le mieux, qui sont les meilleurs. Je sais que vous avez des clients presque communs en plus, tous les deux. On va voir si on les retrouve et si vous avez le même point de vue. Je peux peut-être commencer. Je n'ai pas prétention de connaître tous ces modèles-là, hein. Ce n'est pas mon métier. En revanche, en effet, je peux parler de certains clients. Et je peux vous citer Mentos, par exemple, un de nos clients, qui n'est pas une boîte IT, hein, on en conviendra. Donc, la transformation numérique, il la vit vraiment comme je viens de l'ancien monde et je vais vers le nouveau. Comment je fais? Mentos, c'est une multinationale. Hein, le groupe, c'est Perfect Event Millet. Et donc, on a plein d'entités qui sont dispersées partout dans le monde. Donc, chaque entité vit sa vie comme une boîte à part entière. Donc, l'IT, évidemment, est totalement hétérogène, totalement dispersé. Donc, vous imaginez bien les effets de bord que ça induit.
des coûts qui explosent. On fait 2 fois la même chose, mais pas au même prix. Évidemment, il y a des failles de sécurité d'un côté, mais pas de l'autre. L'autre est plus performant alors qu'il fait le même site. Qu'est-ce qui se passe? Alors, on décide de faire une chose, c'est de dire, bon, il y a un socle commun à tout ça, c'est la technologie. Okay, on ne va pas réinventer la roue pour une boîte qui est au Chili et pour une boîte qui est en Asie du Sud-Est si on vend tous les deux des confiseries. Okay, donc, à ce moment-là, ce qu'on propose, c'est de créer un socle, en l'occurrence, plateforme message et partie prenante, évidemment. Et donc, ce socle va être le socle digital de la boîte. C'est juste un bac à sable. C'est ce qu'on voit comme modèle qui fonctionne bien. On propose un cadre. Je radote un petit peu, mais le CIO qui est garant en fait, d'un modèle proposé par la société et les business units qui consomment dedans. Donc, on propose un cadre qui est ce bac à sable-là, qui va être le socle digital opéré par l'IT. Mais derrière, on laisse des centaines de business units faire ce qu'elles veulent. Et je pense que c'est un des modèles qui représente assez mieux l'équilibre recherché entre autonomie métier et structuration IT. Alors, pareil, là-dessus, je me garderais bien d'avoir des certitudes, mais je vais vous partager quelques convictions. Dans les modèles qu'on a vus, qui sont peut-être un modèle qui va réconcilier le digital avec l'IT et potentiellement le métier, on a des organisations qui répondent à un enjeu qui est très proche en fait, du marketing produit. Donc, dire à mes DSI qui sont quand même le gros de mes clients, on va faire un peu de marketing produit. Faut accompagner évidemment, hein, dire ce que ça implique derrière. C'est en général une organisation qui est divisée en deux. On a une organisation qui est très orientée projet, c'est-à-dire c'est des personnes qui vont de l'IT aller sur le terrain. Mais sur le terrain, elles vont accompagner le métier. Elles vont mettre le pied à l'étrier, elles vont créer des réseaux d'ambassadeurs sur des nouveaux usages, de façon à ce que les projets très vite viennent sanctionner le premier succès, qui va engager le second, le troisième, etc. Donc on a vraiment une équipe terrain qui part là-dessus. On va l'appeler l'équipe projet. Et à côté de ça, j'ai une équipe produit, pur produit. C'est-à-dire qu'elle fait évoluer tout le socle technologique pour le rendre facile d'appréhension par les clients du terrain. Donc, elle va travailler. On prend toujours quand on parle marketing produit, on prend toujours Apple, mais c'est un peu la même vision des produits. C'est j'ai une bonne tech, ça c'est très bien. Maintenant, il va falloir que je la rende facilement appréhendable. Donc, il faut que je la design. Il va falloir que je fasse de la communication. Il va falloir que je la rende sexy. Il faut que je la rende facilement appréhendable. Donc, cette équipe produit-là, elle va s'occuper un petit peu des deux. On a donc 2 équipes dans le modèle d'organisation et on a une troisième qui est, à mon avis, essentielle, qui ne devrait pas arriver en bout de course, mais elle arrive encore un petit peu en bout de course aujourd'hui. C'est toute la partie démonstrateur à la volée. Aujourd'hui, par exemple, Slack était la Rolls aujourd'hui pour les hubs conversationnels en entreprise. Teams est arrivé derrière. Teams a raflé globalement plus ou moins le sujet. On voit aujourd'hui qu'il se passe à peu près la même chose sur les initiatives de citizen development, donc le low-code, no-code, qui est une autre grande tendance. Eh bien, tout ça, si on ne les POC pas, si on ne fait pas des proof of concept, si on ne fait pas des démonstrateurs quotidiennement, dans 3 mois, on est largué. Et donc, l'équipe produit ne peut plus s'alimenter d'une roadmap attractive pour les métiers. Et donc, on risque de recréer ce qu'on a créé au début de l'ère du numérique. C'est le métier dit, bon, vous êtes gentil, je vais m'équiper moi-même. Donc voilà, les 3 dimensions dans le modèle d'organisation. Après, ils s'adaptent en fonction de chacun de nos clients et chacune des industries, évidemment. Mais ces 3 composantes, en tout cas, reviennent régulièrement dans les modèles qui fonctionnent un petit peu. Et ce sont des modèles que tu vois appliqués aujourd'hui dans différents secteurs d'activité ou ça reste quand même sur des secteurs plus en avance que d'autres? Est-ce que c'est, je dis n'importe quoi là, mais est-ce que c'est le retail? Est-ce que ce sont des entreprises qui sont plus portées par nos licornes aujourd'hui ou des unicornes internationales? Où est-ce que tu vois ces modèles-là aujourd'hui ou plus sur de l'industrie plus traditionnelle? Alors, c'est évidemment les modèles dont on est en train de parler, c'est ceux qu'on a mis en place pour les entreprises qui ont fait le choix un peu de rebattre les cartes et qui ont pu le faire parce que le poids du legacy le permettait. Donc, permettait en tout cas cette agilité ou cette transition. Donc, en termes de secteur d'activité, on est peut-être un petit peu moins sur la partie secteur public parce qu'on a beaucoup d'autres enjeux côté secteur public et un poids de l'existant qu'il faut amener, mais au-delà de la volonté, il y a du temps à passer. Par contre, pour les autres, on l'a fait sur de l'industrie lourde, on l'a fait dans de la banque, on a fait le retail luxe, évidemment. Donc, ce modèle-là est tout à fait déclinable, ces 3 dimensions, quel que soit le secteur d'activité. Je te dis encore une fois, avec les réserves qui sont… Bien sûr. Tu as vu ce modèle, Arkady, toi, aujourd'hui? 3 dimensions? Non, je n'ai pas été forcément témoin de ça chez nos clients au regard des workloads qu'on gère aujourd'hui.
On a vu d'autres, enfin, j'ai vu d'autres modèles par le passé, mais qui sont assez connus et du coup qui sont assez répandus maintenant. On parle souvent du modèle Spotify Ouais. en pizza team ou en pod. Pour rappel, donc l'idée c'est vraiment de mélanger dans des équipes assez microscopiques finalement des compétences diverses, mais avec une hiérarchie qui est éclatée. C'est-à-dire que le monsieur ou la madame de l'IT dépend de l'IT. Elle est juste là pour apporter une expertise donnée. Et donc ça, c'est des modèles qui fonctionnent bien quand on veut être en hyper agilité. On le pratique aussi parfois même nous-mêmes dans notre propre organisation à des fins de lancement de nouvelles features. Et c'est vraiment un accélérateur en fait quand on a besoin d'aller vite. Pourquoi ? Parce qu'on court-circuite complètement les cycles de décision. Je vais citer Elon Musk qui disait récemment que justement une bonne équipe, c'est une équipe qui est capable de prendre une décision sans en informer la hiérarchie. Et donc, on se rend compte que c'est vraiment un plus, un avantage concurrentiel définitif. Et c'est ce qu'on recherche en fait avec une transformation digitale. Modèle des méthodes agiles et où on avance et on valide étape par étape. Mais après, que ce soit du Spotify, je ne sais pas si vous avez déjà tous entendu parler du modèle pizza que tu évoquais là, tout à l'heure chez Spotify, mais effectivement, ça a été plutôt une révolution à un moment donné. Ça se recoupe avec ce que Marc disait, mais à la tête de tout ça, qui prend ces décisions organisationnelles ? C'est pas simple de passer, je m'appelle L'Oréal, je suis en silo, j'ai plein de marques, j'ai peut-être un IT transversal. Qui a pris la décision à un moment donné et qui a eu les clés de cette transformation-là ? Vous avez 2 heures. C'est bon, je les ai collés. Ah, vas-y, oui. Ouais, je vais t'en donner un. Moi, j'étais dans un grand groupe du retail basé dans le nord de la France, longtemps. Et ces questions, forcément, sont importantes dans ce métier-là, puisqu'il y a à la fois le digital en front avec les clients, on n'a pas le choix. Et puis, il y a le digital en back pour tout ce qu'on prépare derrière. Et donc, c'est tout ce que vous disiez, ça s'est produit, enfin, ça s'est vu. Comment est-ce qu'on décide et qui décide ? Donc, ce qui a été décidé dans cette grande entreprise, c'était d'avoir un comité dédié, de constituer un comité dédié qui se réunissait régulièrement, je pense toutes les 6 à 8 semaines, qui ne traitait que des sujets d'investissement IT, où était présent systématiquement la DSI, évidemment, la directrice financière et le secrétaire général ou le président du groupe. Et chaque 6 semaines, c'est devenu une instance où tous les métiers arrivaient en concurrent avec leurs projets. Moi-même, je suis arrivé avec un projet de LMS, Learning Management System, qui était ridicule à l'échelle des investissements dont on parle mais enfin, malgré tout, c'était quand même plusieurs centaines de milliers d'euros. Et on arrivait un petit peu en se disant, est-ce qu'on va emporter le morceau auprès de ce comité ou pas ? Alors, en l'occurrence, il a fallu 3 comités pour retravailler les dossiers, etc. Et finalement, arriver à avoir la validation. Voilà un exemple de process dans une entreprise de retail. Super. D'autres commentaires, d'expériences vécues Comment est-ce que vous arrivez à tester ces comités ? Parce qu'on a bien vu que les modèles ont changé, ils ont accéléré, mais vous êtes quand même externe à ces entreprises-là qui vont toutes avoir une façon différente de vivre, un rythme différent, avec des ayants droit différents, qui ont des titres différents. Ouais. Donc, comment, avant que l'Insider n'existe, aussi Alors moi, je triche un peu, beaucoup même, parce qu'en fait, Plateforme SH, c'est une société product-led. Donc, on attire les gens par le produit. Et donc, pour vous raconter une petite histoire, on travaille avec une boîte qui s'appelle Johnson & Johnson. Voilà, ils ont sorti un petit vaccin il n'y a pas longtemps. C'est une multinationale dont les ramifications hiérarchiques sont incroyables. On n'a pas forcément envie d'y passer du temps parce que sinon, je vais avoir beaucoup de cheveux blancs après. En revanche, on a des équipes développeurs chez eux, beaucoup, partout dans le monde, qui, elles, ont des besoins qui sont ancrés dans le réel.
et elles n'attendent pas des comités stratégiques pour prendre des décisions, sinon elles n'y arrivent pas. Et donc, on a la chance d'avoir un modèle qui permet à des développeurs de tester le produit quasiment gratuitement. Et c'est un peu notre cheval de Troie, en fait. C'est qu'on arrive et, enfin, je dis nous, on n'a rien inventé. Hein. C'est le modèle freemium, ça existe. Beaucoup le pratiquent. Nous, on s'appuie beaucoup dessus. Et donc, on commence à évangéliser toute une population de développeurs qui, malheureusement pour leur manager, décident de faire un peu ce qu'ils veulent avec cette solution. Et puis, au bout d'un moment, ils se disent, mais attendez, j'ai 90% de mon plateau qui utilise ce truc, c'est quoi ? Et donc, on va contacter ces gens-là. Donc, le fameux contact sales a fonctionné ce coup-ci sur le site. Et donc, on se retrouve du coup à avoir une discussion avec un futur champion. Et du coup, c'est vraiment, on essaime le groupe petit à petit avec des power users, des champions, une rencontre avec un CFO qui va nous amener à faire une analyse autour du ROI de la solution. Et donc, on va convaincre, évangéliser tout un groupe en montant les échelles une par une. Et c'est aujourd'hui, je pense, la bonne pratique parce que ce genre de comité, si on n'arrive pas préparé, c'est-à-dire que si on n'a pas en interne, dans ces comités-là, des gens qui ont déjà touché à la solution, compris le ROI, etc., on peut le faire 6 fois, 7 fois. Voilà, donc, c'est par le bas, en étant product-led, c'est une des solutions qu'on aborde. Okay. Encore une entreprise de conseil, au sens où tu es extérieur et voilà, du coup, il faut attaquer plutôt top-down. Comment est-ce que tu fais la première base? Nous, le parti pris dans l'écosystème des cabinets de conseil en transfo, c'était on va arrêter de demander à nos clients de prendre des décisions sur des slides. Donc, le parti pris, c'était on va faire en sorte qu'ils aient un démonstrateur, qu'ils puissent jouer avec, que leurs équipes puissent jouer avec pour se rendre compte de l'impact que ça peut avoir et potentiellement derrière de l'accompagnement, etc. Donc, déjà, c'est pas de slide, vous n'avez que de la démo. La deuxième chose, on s'est beaucoup inspiré. Alors, comme dans notre carrière, on a accompagné beaucoup de patrons du CAC. Il y a un moment où il y a eu une vague de learning expédition sur la côte ouest des États-Unis. Ils y allaient tous. Et en revenant, c'était à peu près les mêmes retours. C'est super ce qu'on a vu, ultra inspirant. Bon, c'est juste pas portable en France, mais c'est bien. C'est pas portable en France parce qu'on n'a pas les mêmes régulations. C'est qu'on ne peut pas offrir le dîner, par exemple, aux salariés le soir. Ce n'est pas possible. Donc, on adapte le modèle. Et quelque chose qui m'a extrêmement marqué pour les groupes que j'ai accompagnés ces 20 dernières années, c'est qu'ils ont une force de frappe colossale, ils ont des budgets colossaux, mais à la tête de ces entreprises, on n'a pas toujours un Steve Jobs. Il faut quand même beaucoup de bol pour se dire que la personne, elle a la vision qui est capable d'atterrir maintenant et pas dans 20 ans, et qu'en plus, il dispose des moyens pour pouvoir le faire, qu'il soit à la tête d'entreprise. Donc, il y a un facteur chance non négligeable. Par contre, la responsabilité du dirigeant, c'est peut-être de faire en sorte que, s'il y en a un dans l'équipe, il surfasse vite, en tout cas suffisamment vite, pour que le projet qu'il puisse porter bénéficie des moyens du groupe. Nous, on en a sorti un modèle qui est un mélange entre l'intrapreneurship, qui a été très tendance à un moment, et l'incubation, qui a été un autre moment. Alors, on ne s'est pas embêté, on a appelé ça l'intracubation. On peut chercher loin. Mais pour autant, il faut que ce modèle-là, il atterrisse très vite. Et le principe est simple. C'est, j'ai un fonds à louer. Ce fonds interne va, avec un certain nombre de règles très connues en avance, proposer aux salariés, sur la base de leurs propres convictions, de faire un premier démonstrateur. Si ça marche, ils bénéficient d'un coaching gratuit. Et si ça marche jusqu'au bout, c'est-à-dire qu'à chaque fois, ils passent les différentes étapes, les différents parcours, ils vont pouvoir créer le produit jusqu'au bout. Moi, j'ai quelques exemples des sociétés du CAC, vous n'auriez pas misé dessus. Ils ont réussi à faire des innovations sur ce modèle-là qui sont incroyables parce qu'en fait, dans leurs dizaines de milliers de salariés, ils ont des gens qui ont certainement l'idée révolutionnaire demain pour développer toute partie d'une branche de métier. Et donc, le rôle du dirigeant est de mettre en place ces systèmes-là qui, pour le coup, permettent systématiquement de faire surfacer des projets à haute valeur. Mais j'insiste, dans un groupe du CAC et avec tout l'héritage, on ne fait pas ce qu'on veut. Donc, les modèles Spotify, mais il y a eu, avant les modèles Spotify, on a eu les modèles extrêmement attractifs d'Airbnb. On a eu plein de modèles d'organisation très, très inspirants, mais on ne peut pas les prendre tels quels et les porter dans une société cotée française. Il faut forcément l'adapter. Mais on peut s'inspirer néanmoins des principes pour, encore une fois, nourrir cette vélocité. Donc, j'en reviens à la question qui était celle posée, c'est mais en fait, à qui appartient, c'est-à-dire qui peut décider de ça? Eh bien, ça repose la question de quel est le job d'un dirigeant
qui ne peut pas passer son temps à faire de la veille, Complètement. dans un monde qui évolue plus vite que son modèle potentiellement soit de pensée, soit de référence, et donc de mettre en place la structure qui va faire et qui doit faire cette veille, mais qui doit être aussi engagée et donc incentivée à sortir potentiellement des produits et ne pas avoir peur de l'échec. Moi, je vous parlais de la notion de culture, elle est ultra importante, mais le numérique a souligné cet aspect-là, je pense, pour être communément admis, c'est plus une honte, à condition qu'on en fasse une source d'apprentissage qui nous permette d'avancer plus vite après. Mais ce n'est pas une honte, c'est-à-dire que je peux lancer, en tant que dirigeant, 10 initiatives et en avoir une qui soit successful, et donc j'accepte qu'en parallèle, les 9 aient échoué, tant que j'ai des garde-fous aujourd'hui qui me permettent d'assurer que ma campagne, c'est 10, donc il y en aura un sur 10 qui va fonctionner, la deuxième, il y en aura un autre qui va fonctionner, et j'arrive comme ça à prendre les tendances et à continuer à évoluer. Est-ce que tu vois aujourd'hui, parce qu'on a vu plein de modèles comme ça, bancaires notamment, où ils ont levé des fonds, racheté des startups, et puis finalement, on en a racheté 30 et on en a jeté 29, ce qui est quand même assez déplorable finalement dans un modèle d'incubation et d'accélération. Est-ce que ça, c'est un modèle juste, qui te semble pérenne dans l'avenir, alors qu'il va mettre de côté pas mal de monde aussi, ou est-ce qu'un modèle que tu évoquais là justement, où je construis une cellule innovation, in fine, pour déterminer de nouveaux business models sur la base de la data, l'intelligence artificielle ou tout ce qu'on veut aujourd'hui, comme ça va très vite, c'est un modèle plus sécurisé? Le problème de la cellule d'innovation, tu vois, Gilles, ce modèle-là n'est pas nouveau. Par contre, le rapproché au Lean Startup, on dit qu'il y a 3 domaines. Il y a 3 évaluations pour une initiative. C'est la désirabilité métier, la viabilité économique et la faisabilité technique et d'adoption culturelle. Toute initiative doit être évaluée sur la base de ces 3 dimensions-là. L'innovation à l'époque, c'était toujours le parent pauvre de l'IT. On récupérait les queues de budget, on essayait de faire des POC, mais ils n'atterrissaient pas. Parce qu'il n'y avait pas ce mix dont tu parlais tout à l'heure, qui était de dire il faut que dans chaque cellule projet, j'ai quelqu'un du métier qui ait la légitimité reconnue par ses pairs, mais j'ai aussi cette sensibilité économique et cette faisabilité technique. Je dois avoir les 3 dimensions qui sont intimement liées potentiellement dedans. Sur les modèles d'acquisition, je peux en témoigner, dans le marché du conseil aujourd'hui, mais alors tout est ouvert. L'acquisition et la consolidation n'a jamais été aussi forte. Donc, quand vous voyez mes gros confrères aujourd'hui qui absorbent, on connaît le résultat des équipes qui sont absorbées derrière, c'est rare qu'elles perdurent. Néanmoins, il y a des modèles où ça fonctionne effectivement, et on pourrait citer Bourso. Vous prenez Boursorama aujourd'hui, accosté au gros modèle Société Générale. Derrière, elle va bénéficier de l'infrastructure de la Société Générale, mais en termes de gouvernance, c'est presque une boîte à travers la boîte. Ils ont une culture chez Boursorama de l'agilité qui est très enviée par d'autres structures du groupe. Donc, on les a laissés opérer leur business model, on leur a même laissé leur propre culture, on leur a laissé leur marque. Et si vous comparez des modèles où on a essayé de faire émerger de nouveaux systèmes de banque de détail en ligne chez d'autres confrères de la Société Générale, ils sont beaucoup moins successful pour les raisons de jusqu'où j'ai gardé ma souveraineté d'innovant, d'acteur innovant. C'est le risque en absorbant une start-up que de la mettre ou de la faire subir aujourd'hui un héritage qu'elle ne sait pas elle-même créer. Ok, vrai gros sujet. On avance vite. Question dans l'Assemblée? Vas-y Arnaud. Ouais. Bon, alors, en un mot, moi j'ai passé 27 ans à différents jobs de vente ou de sales dans l'IT, essentiellement sur des boîtes américaines comme Sun Microsystems, Gartner Group ou ensuite Avid ou Grass Valley. Voilà. Non, juste très rapidement, on a parlé beaucoup de transformation digitale, ok, voulu ou subi, comme disait Arkady, et on a beaucoup, effectivement, comment dirais-je, mis en opposition les métiers et l'IT. Moi, j'allais dire là-dedans, mais pour reprendre un peu ce qui a été évoqué, juste quid des COMEX et des CODIR. Quand on voit la culture, bon, j'étais assez light, des comités de direction, des CODIR ou même des instances dirigeantes, comment on fait pour essayer d'inculquer une culture digitale pour pouvoir arriver à mettre en place des comités, des choses comme ça, etc. Parce que et je dis ça aussi bien pour la culture digitale, mais aussi bien pour la cybersécurité, pour éviter de recaler la cybersécurité à la direction des opérations, enfin, la direction juste qui gère les badges d'accès de sécurité à l'entreprise. Comment est-ce que l'on fait pour inculquer une culture de transformation digitale pour éviter qu'elle soit subie, mais plutôt voulue? Et surtout pour les COMEX ou les CODIR.
Ben, on attend que ça se passe mal. Non, mais c'est malheureusement une des réalités qu'on constate chez nos clients, c'est que ben, on cherche de l'eau uniquement quand il y a le feu, en fait. Et du coup, il est trop tard. On parlait de sécurité, c'est vraiment le sujet du moment, évidemment, puisqu'on a constaté qu'il y avait pas mal d'incidents ces derniers temps qui ont eu des impacts assez désastreux dans pas mal de boîtes, notamment le CAC 40. En fait, c'est toujours action-réaction et c'est un peu le problème. C'est qu'on attend qu'il y ait un incident majeur pour prendre une décision majeure. Et c'est juste un constat que je fais. Hein. Je n'ai pas de bonne réponse. Je constate juste qu'on attend souvent d'être au pied du mur dans ce type d'organisation au CODIR, au COMEX, pour dire c'est bon, on débloque l'investissement associé. Voilà. Et ça, par exemple, en sécurité, on a un sujet qui s'appelle les failles CVE. Donc, c'est des failles de sécurité qu'on va constater chez un éditeur. Généralement, c'est identifié par un hacker ou un ingénieur et il prévient l'éditeur. Et généralement, l'éditeur a 90 jours à peu près pour se mettre en conformité. 90 jours, c'est assez énorme. Hein. Sinon, c'est rendu public. Eh bien, sachez qu'il y a, malgré les 90 jours où évidemment il y a des bruits de couloir, etc., il y a encore beaucoup d'éditeurs ou beaucoup de sociétés qui, au bout de 90 jours, ne vont rien faire. Et du coup, au bout de 90 jours, c'est public et devinez ce qui se passe. La faille est exploitée. Donc, c'est un peu… on est encore dans une culture où, justement, comme le digital n'est pas encore ancré comme étant forcément d'une criticité absolue, on subit et on se rend compte des effets de bord a posteriori. Je vais appuyer votre question parce que sans avoir une réponse absolue à formuler, dans la culture digitale, il me semble que si on n'est pas exemplaire, c'est mort le projet. Le projet est mort. C'est-à-dire que si le dirigeant ne prend pas l'exemple lui-même de nouvel usage qu'il veut porter pour son entreprise, alors j'ai une chance d'échouer sur le projet qui est phénoménale. Or, la question est précisément comment est-ce que j'intéresse le dirigeant ? Nous, on a quelques clés, sans dire qu'on y arrive systématiquement. C'est très compliqué. Il faut qu'on trouve dans les dirigeants un sponsor suffisamment intéressé pour déjà, bien vouloir nous accorder du temps. Alors, sur le principe de sécurité, qui peut potentiellement être un sujet très soporifique pour le dirigeant, c'est très compliqué. Sur le sujet du modern work, c'est plus simple. Je vais envoyer un certain type de profil. Ça ne peut pas être moi, je suis trop vieux. Il faut que j'envoie un type de profil qui a un certain type de langage et qui, en 20 minutes, va pouvoir amener tout de suite de la valeur au dirigeant pour qu'il y ait le deuxième rendez-vous. Sinon, on va le perdre. Il y aura toutes les raisons de ne pas assister au prochain rendez-vous. La personnalité en fait, des dirigeants des grands groupes, si on ne la maîtrise pas, si on ne maîtrise pas bien leur agenda derrière, on va juste passer véritablement à côté. Donc, je vais souvent dire à mes clients, mais trouvez-moi un sponsor au COMEX. On va faire le tour du COMEX. Et on va, si on a de la chance, en trouver un qui s'intéresse au sujet et qui, lui, va être d'accord d'avoir un coach comme on a un coach sportif, c'est-à-dire 20 minutes par mois. Mais la réalité, et c'est pour ça que je suis un peu embêté avec cette question-là, c'est que c'est tellement lié, à la nature du sujet que je porte et deux, à la constitution du COMEX que je n'ai pas de réponse dans l'absolu. Si on parle d'une transformation subie, si on ne fait rien, on se prend le mur, donc on risque de se faire bouffer par la concurrence. C'est une responsabilité. Pourtant, en termes de culture digitale, à ce titre, j'ai un comité de direction qui ne faisait des échanges que sur WhatsApp. Je pense qu'en termes de sécurité d'information et de confidentialité des données, oui, mais quand on leur a dit vous avez une responsabilité pénale sur le sujet, on leur a dit oui, mais quel est le risque de faire ou de ne pas faire? J'assume ce risque-là parce que je n'ai rien d'équivalent aujourd'hui qui me permet d'être installé très facilement et que tous mes membres du COMEX utilisent. Et donc, ça repose l'autre question qui est de dire mais donc, quelle est votre feuille de route IT et pourquoi est-elle si décorrélée des besoins pour avoir un shadow IT qui est à haut risque en fait sur le sujet. Et on reboucle avec le sujet précédent, qui est de dire mais donc l'organisation derrière ne fonctionne vraisemblablement pas.
On va clôturer. Merci de ces échanges riches, sauf s'il y a une dernière question dans l'Assemblée. Oui, je t'en prie, vas-y. Ouais. Ouais. Sur cette question que vous avez posée tout à l'heure, qui détient les clés du digital. C'est les deux, mon capitaine. Et la question de base, c'est qu'est-ce que c'est que le digital? Donc, le digital, dans beaucoup de cas, sont des investissements lourds, c'est des choix stratégiques conséquents. Et quand on a des choix stratégiques conséquents, c'est forcément du top-down, c'est a priori du top-down. Mais le digital, c'est aussi l'innovation. Et donc, c'est là, les deux, mon capitaine, c'est comment vient l'innovation. Elle sera effectivement, ça rejoint ce que vous disiez, elle est rarement top-down. Et effectivement, et le signal faible ou le besoin imminent ou le besoin urgent, il vient souvent d'en bas. Et il vient souvent des équipes. C'est un peu ce que vous disiez, les équipes produits. Et effectivement, on en revient, on a beaucoup parlé de pizza depuis tout à l'heure. Effectivement, c'est un des 14 principes de AWS, Amazon Web Services. Ils ont 14 principes fondateurs. Donc, Amazon Web Services, pas la marketplace, mais les fournisseurs de solutions digitales. Et dans leurs 14 principes, il y a ce principe du two pizza team, c'est une équipe qu'on peut nourrir avec 2 pizzas. Bon, la pizza américaine, ce qui est un peu plus grande, mais voilà, l'innovation, elle vient des équipes, mais pas forcément des équipes IT, elle vient aussi des équipes produits. Et elle doit pouvoir venir, on doit pouvoir entendre et réagir à des signaux faibles. Donc, qui détient les clés du digital? Choix stratégique profond, est-ce qu'il faut aller sur le métaverse? Est-ce qu'il faut aller… Voilà, il y a des tas de choses, a priori, mais avec une sensibilisation, ça doit venir d'en haut, effectivement, avec des sponsors. Ça peut venir qu'avec un sponsor qui vient de tout en haut. Par contre, l'innovation, elle viendra forcément d'en bas, ou parce qu'en haut, on ne l'entendra pas. Excellent, super. Oui, voilà, donc je crois qu'on a tous entendu que finalement, ces multipoints au sein d'une organisation en fonction de ce qu'on veut pousser, de la définition qu'on va donner, merci du digital justement, que l'innovation, elle va venir plutôt du bas, elle doit émerger en tout cas plutôt du bas, mais elle doit être poussée par le haut aussi, parce qu'il faut la financer, cette innovation, ce n'est pas aussi simple. Et qu'à la tête de tout ça, il faut qu'on ait, pour revenir sur ce que disait Arnaud, aussi des dirigeants qui aient cette culture de la transformation du digital, hein, les grands patrons de ces belles boîtes qu'on a, quel que soit du CAC 40 ou d'autres boîtes internationales, qui doivent avoir cette vision aussi pour accompagner ces équipes dans ces transformations. Donc on voit que c'est extrêmement complexe. Et que c'est des bonnes heures de gloire pour des cabinets comme Ségus et plateforme derrière aussi pour accompagner tout ça. Merci beaucoup, en tout cas à tous. Merci. Par rapport à ça, évidemment, les mentors qui maillent finalement tous les comités de direction, tous les fonctionnaires de toutes les EPI et tous les groupes du CAC 40 peuvent vous donner, c'est pas magique, des insights parce que ça donne une profondeur. Donc, les gens dans la pharma, fatalement, connaissent la manière dont ces décisions remontent, les cultures de ces entreprises, et ça permet de décrypter ces complexités. C'est pour ça qu'on a pris ce sujet aujourd'hui, parce que là, vous êtes avec des approches finalement très différentes. On le voit bien dans les approches commerciales, mais dans tous les cas, il vous faut de l'information dans les deux cas sur la manière dont ça fonctionne en interne. Je me souviens d'un dialogue chez vous, Marc, avec un de vos associés, où vous vouliez attaquer un grand groupe, sportif au sens large, et où on se posait la question, avec la mentor en l'occurrence, de savoir par qui fallait-il passer. Et la question, c'était exactement ce qu'on veut dire, c'était PDG, DSI ou direction marketing. Et la question était les trois, mais la réponse était dans quel ordre. Et parce qu'on peut soit avoir une approche blitzkrieg où on avale 3 cartes en même temps, soit une approche domino, soit une approche tenaille puis domino. Et ça, évidemment, avec tout le savoir de tous nos mentors réunis, c'est ça qu'on va interroger sur un compte. Alors, c'est pas magique, mais là, on a quand même un force de collectif qui est miroir à vos interrogations et à vos savoirs. Donc, c'est une des forces de cette croissance collaborative, c'est d'interroger mieux, parce
qu'on est quand même encore sur des pouvoirs qui sont C'est peut-être moins vrai pour toi, Arcadie, puisque vous êtes très internationaux quand même chez Plateforme, avec effectivement cette infusion par le bas et cette fulgurance par l'usage qui a fait notamment la fortune d'un Salesforce qui arrivait en pied dans la porte et qui récupérait le budget par en bas. Mais ça, Je vous souhaite le même destin. Bah ouais, le destin. Et tu vas non plus infuser parce que si ça ne perfuse pas, tu ne peux rien faire. Tu ne vas pas rester à attendre non plus. Donc on essaie, nous, maladroitement, au sens maladroit, au sens de nous, essayer des approches top-down. Donc j'avoue, tu as besoin des deux. Je lui ai fait rencontrer un Chief Technical Officer. J'avais oublié qu'on était dans l'industrie pétrolière et le Chief Technical Officer était le responsable des forages. Donc, Arcadie a eu un léger moment, disons, d'apprentissage Plus cultivé, ouais, plus cultivé. Voilà. Il y a un film d'un livre extraordinaire qui s'appelle Willy Blood, avec Daniel Day-Lewis, qui est sur le forage et l'industrie pétrolière. Et assez simple. Voilà. Sans transition, petite pause. Allez, mix the code. Merci à à vous. Merci Marc. Merci Arcadie. Merci beaucoup. Très bien. Donc, désirabilité. Ensuite, tu m'as dit viabilité et faisabilité. Bon, super. Ah, je croyais, moi. Dialogue. C'est bien. Bon. Salut. Ah, merci d'être venu. C'est sympa. Ouais, super. Paul qui pilote. Non, je pense pas que tu le connaisses. Non. Il pilote le pôle. Ah bah tiens, regarde, je te présente.